à cette question des archives. Pourquoi des archives ? Posée à un bibliothécaire, vous conviendrez que cette question a le mérite d'aller droit au but et de me forcer à essayer de formuler et d'expliquer ce qui va de soi pour moi. Mais en fait, c'est un travail toujours bénéfique que d'essayer d'expliquer et d'expliciter ce qui va de soi, puisque finalement, cette question embraye immédiatement sur la question de la finalité et de la justification de ce travail que nous menons pour la conservation de manuscrits et d'archives. Dans cette question « pourquoi ?», on peut entendre aussi « pourquoi ?» en deux mots. À quoi bon ? Dans quel but ? Pour quelle utilité ? Pour quel public ? La question nous place donc immédiatement au cœur des missions qui sont les nôtres, bibliothécaires, archivistes, conservateurs de bibliothèques, mission qu'on connaît bien et que je rappelle ici, collecter, conserver, valoriser et communiquer au public le plus large possible les archives du patrimoine littéraire, scientifique, intellectuel, artistique, national. De fait, à la BNF, pourquoi des archives ? C'est une question qu'on ne se pose plus depuis Louis XII, ou en tout cas François Ier, puisque, comme vous le savez, le cœur des collections patrimoniales est constitué des collections des rois de France, qui sont à l'origine de ces collections, et c'est dans le droit fil de cette histoire qu'au fil des siècles, les collections de la bibliothèque royale d'abord, puis impériale, puis nationale, se sont constituées et continuent de s'accroître aujourd'hui pour assurer cette conservation et cette transmission des traces de la vie intellectuelle de la France à travers les siècles. Après, voilà quelques exemples, après Victor Hugo en 1881, après Émile Zola en 1904, qui tous deux, de leur vivant, avaient prévu par testament de léguer leurs manuscrits à la bibliothèque. Les héritiers de Louis Pasteur et son petit-fils, le professeur Pasteur Valéry Rado, a fait don à la bibliothèque, a légué à la bibliothèque les archives du savant en 1964. Ce geste généreux a permis d'inaugurer ce colossal fonds Louis Pasteur du département des manuscrits, riche aujourd'hui de 189 volumes. Et dans cet ensemble de 189 volumes, on compte 152 cahiers et registres de laboratoires sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. L'entrée de ce fonds en 1964 a constitué de façon indéniable un jalon majeur dans l'histoire des collections patrimoniales au vu de l'importance scientifique, historique, humanitaire et symbolique universellement reconnue de l'œuvre de Pasteur. Ce simple constat pourrait constituer la réponse suffisante à cette question « pourquoi des archives ?». Mais tout de suite, une sorte de question annexe s'ouvre. Pourquoi les archives d'un scientifique ? Pourquoi conserver les archives d'un scientifique ? Après tout, on connaît assez bien aujourd'hui l'intérêt de conserver les archives littéraires qui renseignent sur la genèse d'une œuvre et sur les étapes de la création à travers les brouillons successifs d'un texte. Dans le cas d'une œuvre scientifique, les tâtonnements et les étapes de l'expérimentation, pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire, enfin pour moi qui ne suis pas scientifique, s'effacent devant l'efficacité des résultats. Finalement, les résultats et les applications de ces découvertes scientifiques dans notre vie courante nous suffisent et peuvent nous faire oublier le travail préalable recélé par ces archives. La conservation, la consultation et la diffusion de ces fonds d'archives scientifiques permettent donc de ne pas oublier ce travail et de reconstituer le cheminement à la fois d'un savant, mais aussi l'évolution d'une personnalité et d'un homme tel que Louis Pasteur. Au fond, c'est cette mise en situation, ce coup d'œil privilégié sur le génie créateur de l'esprit scientifique que nous procurent les archives. Alors, certes, si on en croit cette déclaration de Pasteur lui-même, que je vais vous citer
Maintenant, à cette hauteur, toute personnalité disparaît. Il n'y a plus que le sentiment de dignité qu'inspire toujours l'amour vrai de la science. On pourrait donc penser que cet amour vrai de la science se suffit à lui-même. Mais, comme le rappelait également Étienne Debry, qui était l'administrateur de la Bibliothèque nationale en 1964, au moment où le legs Pasteur Valéry Radeau est arrivé, Étienne Debry, que je cite, « Le génie est abondance et prolifération dans la réussite. Cet accès aux archives est aussi un rappel de tout ce que Pasteur a ouvert d'horizons nouveaux dans les domaines les plus divers, depuis ses premières découvertes en cristallographie jusqu'à ses expériences finales sur la rage, en passant par ses travaux sur les fermentations, les maladies des vers à soie, la bactérie du charbon, la septicémie. Les travaux de Pasteur dominent incontestablement l'histoire des sciences du XIXe siècle. Ainsi, concluait-il, le public français pourra-t-il désormais mieux connaître l'homme et le savant. Donc les archives sont là pour mieux faire connaître l'homme Pasteur et le savant Pasteur. J'insiste sur cette part de l'homme face ou en complément de celle du savant, parce que dans un fonds de manuscrits comme celui que nous conservons au département, à côté des archives professionnelles du scientifique, se trouve conservé un ensemble considérable de correspondances professionnelles également, mais privées, familiales, qui jettent un éclairage tout à fait passionnant sur la personnalité et sur la vie de Pasteur. C'est à la fois donc la méthode, mais également le parcours de Pasteur qui se trouve éclairé. Alors je vais vous présenter quelques échantillons de ces archives prélevées dans le fond. Je vous ai annoncé 189 volumes aujourd'hui dans le fond. Le plan de classement tel que vous le voyez dans l'inventaire qui est aujourd'hui en ligne, Monsieur Bach, tout à l'heure, vous donnez le lien vers le catalogue BNF Archives et Manuscrits qui décrit de façon très très détaillée ce fonds. Ce plan de classement fait apparaître un certain nombre de rubriques, le registre de laboratoire au nombre de 106, également archives et manuscrits des cours professés par Pasteur, manuscrits de ses œuvres publiées, notamment de ses thèses qui ont été publiées, un ensemble tout à fait intéressant pour sa formation de papier scolaire de Louis Pasteur, et puis ce grand massif de correspondances tellement utile pour les biographes et les historiens. Alors, pour illustrer quelques-unes de ces rubriques, et pour commencer peut-être par le début, c'est-à-dire la formation de Louis Pasteur. Le fonds conserve des cahiers de notes de cours à l'école normale supérieure, mais avant cette période, le fonds conserve également des cahiers de devoirs de Louis Pasteur lorsqu'il est élève à Besançon notamment, et lorsqu'il prépare son baccalauréat S sciences. Donc ça donne à ces devoirs de mathématiques. Là, il y a un exemple de cahier de devoirs. Néanmoins, le jeune Louis Pasteur, qui à l'époque était en mathématiques spéciales, avait un rapport assez compliqué à la discipline mathématique, et c'est ce que nous révèle une lettre conservée dans le fond, une lettre de Louis Pasteur à ses parents. Alors je crois que l'enveloppe que j'ai également jointe donne l'adresse des parents de Pasteur à Arbois, que vous pouvez voir à droite là. Et dans cette lettre, le jeune Louis Pasteur explique à son père visiblement il manifeste qu'un enthousiasme assez relatif pour l'étude des mathématiques que son père pourtant souhaiterait lui voir enseigner. Louis Pasteur écrit « Avec l'étude des mathématiques, on est plus, je cite, on n'est plus sensible à rien », c'est l'encadré que j'ai surligné sur l'écran, « on n'est plus sensible à rien, on finit par ne plus voir devant soi que figures géométriques, que lettres, calculs, formules ». Quelques années plus tard, Louis Pasteur est devenu chercheur et il en est à la rédaction de sa thèse, ou de ses thèses, puisqu'en fait, ces deux thèses, une de physique et une de chimie, qu'il soutiendra au mois d'août 1847,
au mois de juillet ou août 1847, sont complémentaires. Alors, le Fonds conserve le manuscrit de cette thèse. Je vous ai fait une sélection du premier feuillet et du dernier. Thèse de physique et de chimie, puisque pour éclairer certaines obscurités de la chimie, Pasteur a considéré qu'il était nécessaire d'aller chercher dans d'autres sciences, la physique, la cristallographie, des éléments qui venaient étayer sa thèse de chimie. Alors, cette thèse est intéressante parce qu'elle comporte des annotations de Jean-Baptiste Dumas, dont Pasteur a suivi les cours, et on voit la signature ou l'annotation de Jean-Baptiste Dumas. C'est peut-être pas très clair là sur l'image, mais en bas à gauche, je crois, de la dernière image, qui porte aussi le nom de l'imprimeur de la thèse en 1847. Je vous disais qu'un fonds d'archives, un fonds de correspondance éclairait la personnalité et l'homme autant que le savant. La correspondance de Pasteur avec son père éclaire aussi certains épisodes de sa vie, peut-être moins connus. En 1848, au moment où éclate les événements, la révolution de 1848, Louis Pasteur écrit à son père, encore une fois. On mesure à la lecture de cette correspondance aussi l'importance de la figure du père de Pasteur et de la transmission entre ces deux personnalités. Mais en 1848, Pasteur est enrôlé dans la garde nationale, en fait. Et il écrit à ses parents le 16 avril. Là aussi, j'ai surligné le passage que je vais vous lire. « Je vous écris du poste de chemin de fer d'Orléans. Je suis très heureux d'avoir été à Paris aux journées de février et d'y être maintenant encore. Je quitterai Paris avec regret en ce moment. Ce sont de beaux et de sublimes enseignements que ceux qui se déroulent ici sous les yeux. Je m'aguerris aussi à tous ces bruits de combat, d'émeutes, et s'il le fallait, je me battrai avec le plus grand courage pour la sainte cause de la République. » Et je crois que dans son enthousiasme, Pasteur est allé jusqu'à déposer le montant de ses économies de l'époque sur l'autel de la Patrie qui était dressé place du Panthéon à Paris. Voilà quelques exemples à travers la correspondance. Je passerai sur la lettre de Joseph Meister que Jean-François Bach a montré, dont vous avez pu lire le texte très touchant du jeune Joseph Meister qui remercie Pasteur. Mais je voudrais vous montrer à propos de la rage, le registre de laboratoire qui fait état de cette première application du traitement antirabique à l'homme à la date du 6 juillet 1885, avec la page du registre de laboratoire intitulée « Production de l'état réfractaire sur un enfant très dangereusement mordu par un chien rabique ». Il y a un très grand nombre de ces registres de laboratoire qui vraiment permettent de dresser la chronologie des découvertes pasteuriennes et de l'avancée de la recherche pasteurienne. Mais il faut les entourer et les comprendre de toutes ces lettres que Pasteur échange avec la famille de Joseph Meister, avec ses confrères également, et qui, durant les mois de juillet et août 1885, permettent de retracer toute l'évolution à cette période-là de l'œuvre pasteurienne. Et puis pour terminer, pour évoquer la postérité, encore une fois, de Pasteur, le Fonds conserve également le discours prononcé par Raymond Poincaré aux obsèques de Pasteur le 5 octobre 1895. Raymond Poincaré était alors ministre de l'Instruction publique, et on connaît les convictions de Poincaré, qui étaient celles d'un positivisme républicain qui pensait que les découvertes scientifiques permettaient
la libération et l'affranchissement de l'homme, donc toute l'admiration de Poincaré transparaît dans ce discours là, qui est plus long que ces 2 pages. Là, j'ai choisi un extrait. Je vais peut-être vous lire là aussi pour terminer cette phrase de Raymond Poincaré. Enfin, je ne vois pas de meilleure justification et de meilleure réponse à cette question: pourquoi les archives? Et pourquoi les archives de Louis Pasteur? Et pourquoi leur inscription au registre mémoire de l'humanité, du monde? La science que vous avez si grandement servie, la science immortelle et souveraine, par vous devenue plus souveraine encore, transmettra aux âges les plus lointains l'ineffaçable empreinte de votre génie. La France que vous avez tant aimée gardera fièrement comme un bien national, comme une consolation, comme une espérance, votre souvenir vénéré. L'humanité que vous avez secourue environnera votre gloire d'un culte unanime et impérissable, où elle verra se fondre toutes les rivalités et où elle conservera vivante et forte la foi commune dans le progrès infini. Je pense effectivement que c'est ce qui nous réunissait tous ici aujourd'hui, et je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.